Donc nous allons écouter aujourd'hui Loïc Bianassi. Loïc Bianassi est historien. Il travaille à Tours, à l'Institut d'études d'histoire et des cultures de l'alimentation. J'ai toujours du mal à retrouver toutes les lettres, mais là je les ai. Il a travaillé évidemment dans ce que l'on appelle aujourd'hui les food studies, dans ce domaine des études sur l'alimentation, sur les cultures de l'alimentation. Et il travaille plus particulièrement en ce moment même sur l'œuvre de Rabelais, sur laquelle il donnera une thèse dans quelques années de cela. Il est invité régulier, il a son rond de serviette, comme on dit, dans différentes émissions que vous connaissez peut-être, et vous pouvez avoir la surprise, parfois, comme ça m'arrive, d'allumer la radio et d'entendre, tiens, Loïc Bianassi qui nous parle dans Les Petits Bateaux ou dans d'autres émissions concernant l'alimentation le dimanche matin sur France Inter. Voilà. Donc, Loïc va nous parler de la farce au sens le plus trivial du terme, c'est-à-dire la vraie farce, la seule qui compte vraiment, hein, c'est ça. Et je te laisse la parole, cher Loïc, pour cette conférence. Merci à toi. Merci. Oui, merci pour cette invitation, mais peut-être pas merci pour à la fois la difficulté de la présentation, l'horaire, hein, il est un peu, et puis après plusieurs pauses vin, c'est peut-être pas toujours évident, et ensuite, vraiment après l'intervention que je viens d'entendre, qui était brillantissime, je ne sais pas si je dois vous remercier pour... Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, merci pour l'invitation. Réellement, c'est un plaisir de revenir ici, puisque j'étais présent pour la première édition. Alors oui, en effet, en tant qu'historien de l'alimentation, quand on s'adresse à moi pour parler de farce, c'est pour parler de celle qui se mange et non de celle qui se joue. Le terme culinaire, donc qui est déjà employé en latin, le verbe farcire, qui signifie remplir, bourrer, gorger d'œufs, au sens propre comme au figuré, et qu'on trouve en latin, et qui donne le verbe farcir en français dès le XIIIe siècle, dans un sens culinaire. On a donc ce terme qui, dès le Moyen-Âge, est présent dans le lexique culinaire français, et évidemment, ce qui signifie qu'on a là quelque chose qui relève des usages et des pratiques culinaires, d'ailleurs beaucoup plus anciennes que ça, puisque, je le répète, dans la Rome antique, déjà, on a ce type de technique qui est tout à fait présent. Donc, si je reprends les définitions, puisqu'en bonne méthode, on commence toujours par les définitions, même si spontanément, je pense que le farcir culinaire pose peut-être moins de problèmes que la farce du théâtral. Si on reprend le trésor de la langue française, l'utilisation de la farce est l'une des techniques de cuisine les plus anciennes, puisqu'on peut farcir la panse d'un gibier après extraction des abats. Le livre de recettes romain d'Apicius, des Recoquinaria, contient des indications pour farcir les poulets, les lièvres, les porcs et de petits rongeurs. La plupart des farces décrites se composent de légumes, d'herbes, d'épices, de noix et d'épeautres. Elles contiennent souvent du hachis de foie, de cervelle ou d'autres viandes. Donc oui, technique culinaire ancienne, incontestablement. On a là des détails, alors j'allais dire chez Apicius. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que souvent, toujours même, lorsque vous lisez des recettes de la Rome antique, c'est tiré des Recoquinaria d'Apicius. La réalité, par contre, c'est que ce Apicius n'a pas écrit cet ouvrage. Apicius était un extravagant, un homme fortuné, né au 1er siècle avant Jésus-Christ et mort aux alentours, je crois, de 30 après Jésus-Christ, et dont finalement la prodigalité était devenue très rapidement légendaire, proverbiale, et qu'on associait justement à cette image de jouisseur, de bon vivant, de viveur, associée notamment au plaisir gastronomique. Un texte semble prendre corps au IVe siècle après Jésus-Christ, qu'on attribue à Apicius. On n'a pas trace de ce texte qui évolue sans doute. Et en fait, ce qu'on connaît, ce sont des copies qui ont été faites dans la deuxième moitié du 8e siècle. Donc ce traité d'Apicius n'est pas d'Apicius. Quoi qu'il en soit, c'est le texte dont on dispose, le témoignage dont on dispose pour connaître la cuisine romaine. Et cette cuisine romaine, en effet, utilisait abondamment la technique de la farce, de farcir,
comme on le lit ici, tout un tas d'animaux, de végétaux. On trouve des recettes différentes de lapins farcis, de loirs farcis aussi, dans ce traité. Donc traité qui d'ailleurs sera ensuite redécouvert à la Renaissance et republié. Donc en effet, technique culinaire ancestrale qui on va dire, se perd dans la nuit des temps, si on veut, qui en tout cas remonte à l'Antiquité. Et si on reprend une définition plus gastronomique, celle que donne le Larousse gastronomique, on voit que là, même cette technique de la farce s'étend de manière presque infinie lorsqu'on lit cette définition. Mélange d'éléments crus ou cuits, hachés plus ou moins finement et assaisonnés, utilisés pour farcir légumes, œufs, pâtes, poissons, viande de boucherie et volaille. La farce est aussi la base de nombre de ballotines, friands, galantines, pâtés et terrines, sans parler de tous les saucissons et saucisses. Elle sert également à masquer les croûtes, croûtons, canapés, etc., confectionner godiveau, quenelle. Donc, je veux dire, la farce est omniprésente dans la tradition culinaire française. Et si on lit, encore une fois, cette définition du grand Larousse gastronomique, il est clair qu'en traitant de cette farce consommable, on ouvre un champ excessivement vaste. Alors, pour évoquer ce sujet grave de la farce à la Renaissance, la farce qui se mange, encore une fois, enfin j'arrête de le dire à chaque fois, moi je parle de la farce qui se mange. La farce chez Rabelais, j'y viendrai finalement dans la dernière partie de cet exposé, mais on va d'abord partir évidemment des textes, des traités culinaires, puisque c'est, j'allais dire à l'évidence donc, la première source pour connaître les techniques culinaires reste les livres de cuisine, ça va de soi. Livres de cuisine, je vais m'arrêter sur deux textes en particulier qui, justement, sont le seul moyen, et la Renaissance est problématique, en France en tout cas, de ce point de vue-là. Si on veut, on connaît mal la cuisine française de la Renaissance. On connaît mal, je m'y arrêterai, parce qu'on dispose finalement de peu de livres de cuisine. Ce n'est pas le cas en Italie, par exemple. Ce n'est pas le cas même en Angleterre. Mais pour la cuisine française de la Renaissance, finalement, le nombre de textes, le corpus, s'avère assez maigre, sans jeu de mots. Et là, je vais justement m'arrêter sur les deux textes dont on dispose pour connaître cette cuisine française de la Renaissance et voir ce qu'est la farce dans la pratique culinaire française, ce qu'on peut en tout cas en déduire en lisant ces textes. Alors, premier texte, le viandier. Le viandier de 1486. Alors, pour remettre un peu en contexte ce qu'est le viandier, il faut avoir en tête qu'on a, alors actuellement on voit un peu ça, parce qu'on redécouvre des traités culinaires latins qui datent du XIIe siècle, mais globalement c'est à partir de la fin, deuxième moitié du XIIIe siècle et début du XIVe siècle où on note qu'en Occident se multiplient les manuscrits culinaires. On voit ça dans à peu près tous les pays, à peu près ces manuscrits apparaissent, réapparaissent, des manuscrits originaux, je parle, donc qui ne sont pas des copies de recettes anciennes. Apparaissent ces manuscrits à partir, de la fin, en langue vulgaire, à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle, sans doute dans un temps de promotion des arts mécaniques. On a ces traités qui se font jour. On dispose sans doute d'environ 150 manuscrits pour les XIVe et XVe siècles en Occident, beaucoup dans le monde germanique, beaucoup en Grande-Bretagne également. Des manuscrits généralement anonymes, sans précision réelle quant aux intentions des auteurs. Certains qui sont au contraire de très beaux manuscrits, décorés, ornés, d'autres beaucoup plus modestes, qui vont présenter de 50 à 200 recettes. Donc c'est un corpus évidemment assez hétérogène. Et parmi ces manuscrits, en langue française, le plus célèbre est le viandier dit de Taïwan. Alors, on dit le viandier de Taïwan, généralement. Pourquoi je dis dit de Taïwan? Alors, Taïwan, c'est en fait un cuisinier qui a mené une très longue carrière au service des rois de France, Guillaume Tirel. Très longue carrière. Il est né, on ne sait pas exactement, vers 1310-1315. Il est mort en 1395. Et il a dû avoir une carrière qui s'est étendue environ sur 80 ans, puisqu'on
on voit qu'il apparaît comme garçon de cuisine à partir de 1326 et il va franchir tous les échelons au service des différents rois de France. Donc c'est le cuisinier le plus prestigieux du Moyen-Âge et on a associé son nom à ce fameux viandier. Le problème est qu'en réalité, le manuscrit le plus ancien du viandier, on ne peut pas le dater avec précision, mais date soit de ses années d'enfance, soit même était antérieur. C'est-à-dire que peut-être qu'il datait de la fin du XIIIe siècle. Donc, c'est ce manuscrit, celui qu'on voit ici, le manuscrit de Sion, vous voyez, hein, qui est ici présenté. Là, c'est la plus ancienne version du viandier. Est-ce que... Alors ensuite, c'est toute une famille de manuscrits régulièrement enrichis, régulièrement transformés. On a cette famille de manuscrits, peut-être que Taïwan y a mis la main à un moment donné, mais ce qui est sûr, c'est que le plus ancien viandier, Taïwan n'y est pour rien. Donc on a ce texte prestigieux, mis donc au crédit d'un cuisinier royal, ce texte prestigieux, connu, qui est le grand texte, le grand traité culinaire, le grand manuscrit culinaire français du Moyen-Âge. Eh bien, le premier livre de cuisine imprimé en France, vers 1486, c'est encore le viandier, évidemment, s'inscrivant dans cette tradition, le viandier qu'on présente de Taïwan. Encore une fois, je répète les réserves qu'il y a à avoir là-dessus. Alors, il y aurait eu d'autres traités possibles, mais clairement, il y a là l'idée de se placer sous ce patronage de Taïwan et, pour l'imprimeur, d'utiliser le prestige de ce texte. Alors, on pourrait dire, oh là, voilà un traité médiéval. Or là, on est, je répète, en 1486, mais la réalité, c'est que, d'une part, l'opposition entre une cuisine médiévale et une cuisine de la Renaissance n'a globalement pas grand sens. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, il y a eu différents états de ce manuscrit. On note des évolutions d'un manuscrit à l'autre, ce qui veut dire qu'on note des évolutions de la cuisine même au fil du Moyen-Âge. J'ai envie de dire, si on regarde le texte publié en 1486, on voit par exemple que l'usage du sucre est beaucoup plus fort que dans les manuscrits précédents. Le XVe siècle, on le sait par d'autres sources, utilise en cuisine beaucoup plus de sucre. Ce sera aussi le cas au XVIe siècle. Donc je veux dire, c'est une évolution qui s'amorce. Il n'y a pas de rupture entre XVe et XVIe siècle. Par contre, il y a sans doute une plus grande différence entre XVe siècle et XIVe siècle de ce point de vue-là. Tout ça pour dire qu'évidemment, penser une cuisine du Moyen-Âge en opposition à une cuisine de la Renaissance n'a pas grand sens. Premier point. Deuxième point, ce texte, je le redis, est un nouveau texte. Donc la réalité, c'est que sur les 230 préparations que comprend ce viandier de 1486, en réalité, 80 seulement proviennent d'autres viandiers. Donc on a une très large proportion de recettes inédites. Donc ce qu'on a là, même s'il s'appelle le viandier de Taïwan, ce qu'on a là, c'est bel et bien un livre de cuisine de la fin du XVe siècle. Donc un livre de cuisine vraiment contemporain de Rabelais. Et, dernier élément, ce livre de cuisine, ce viandier de 1486, va être réédité de manière régulière au XVIe siècle, puisqu'on compte 13 éditions entre 1486 et 1536. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, une actualité culinaire que l'on a en lisant ce texte. Alors, que voit-on de la farce dans ce viandier de 1486 ? On a quelques occurrences, quelques recettes, et c'était le cas d'ailleurs dans les autres viandiers, dont l'intitulé même se présente comme, justement, alors là, j'allais dire le plan du viandier, alors qui est d'ailleurs plus ou moins exact, c'est ce qui est annoncé, en réalité il y a un peu plus de flottement, viandier de 1486, exemple de recette, les poussins farcis, qu'on trouve dans ce traité. Alors, on fait en sorte finalement là d'obtenir un poussin dont on ne garde que la peau, la tête et les pattes, et on compose une farce, le mot est employé, faite à partir de chair de poussin, de foie de cochon ou de poulet, de lard, de persil, d'hysope, de menthe,
de coque et on fait cuire l'ensemble. On fait cuire l'ensemble, on passe ça à l'étamine pour enlever l'eau, l'humidité qui pourrait rester encore. On hache encore le tout, au plus menu possible. On ajoute du gingembre, on ajoute du safran et on remet tout ça, toute cette farce, dans le poussin. On referme, attention de ne pas trop remplir pour ne pas que ça explose. Et ensuite, on met ça un peu dans l'eau bouillante pour les raidir, puis on passe ça à la broche. Donc voilà un poussin farci, une recette de poussin farci, tout comme on trouve une recette de porcelet farci, de poulaille farci. D'autres recettes ne comportent pas l'intitulé farci dans la présentation, dans l'ouvrage, mais on voit quand même qu'on a une épaule de mouton, qui clairement est une épaule de mouton farci, qu'il s'agit en fait de complètement désosser, qu'on utilise, après l'avoir passé à la broche, on hache les chairs ensuite avec du lard, avec du foie de cochon, du persil, de l'hysope, encore de la menthe, de la marjolaine. On reconstitue ensuite le tout dans une crépine pour lui donner la forme justement de l'épaule de mouton. On reconstitue, ça c'est un des grands artifices de la cuisine médiévale, d'essayer de reconstituer les choses pour leur donner l'apparence finalement qu'elles avaient avant d'avoir été complètement désossées, complètement défaites. Donc on a des recettes clairement à base de farce. Et on a des poules farcies à l'étuvée. On a vraiment ce terme revient. Alors, il ne revient pas de façon massive. On a, je pense, on doit le retrouver dans peut-être une douzaine de recettes, ce qui finalement représente une petite fraction de l'ensemble des recettes présentes dans le traité de 1486. La chose assez, surprenante, mais dont on va voir que finalement ça s'avère vrai dans d'autres textes et chez Rabelais également, c'est que un type de recette, on aurait pu s'attendre à avoir parlé de farce, ce sont les pâtés. Les pâtés, c'est réellement je vais y revenir tout de suite, un des grands mets de la cuisine médiévale qu'on retrouve dans tous les traités. Et si on se fiait à la définition du Larousse gastronomique, ce que l'on met dans un pâté, c'est de la farce, tout simplement. On peut parler de l'appareil aussi, si on veut. Mais en tout cas, on met de la farce dans le pâté et on se rend compte que dans le traité de 1486, dans le viandier de 1486, jamais le mot farce n'est employé pour les pâtés. On le trouve pour certaines tourtes à l'occasion, mais encore une fois, de manière assez rare. Donc j'ai envie de dire, il y a le mot farce d'un côté, employé, mais employé quand même de façon assez timide, et puis il y a la chose, le mot et la chose, parce que concrètement, là, les pâtés, eux, sont très présents dans le viandier de 1486. Alors on trouve 35 recettes de pâté, pâté à la sauce chaude, pâté d'allos, pâté d'anguille, pâté d'oison, pâté de bœuf, pâté de lièvre, 35 recettes. Encore une fois, c'est un incontournable de la cuisine médiévale, le pâté. C'est un incontournable des festins aristocratiques, parce que cette cuisine, je ne l'ai pas dit, ça va un peu de soi, Taillevent, cuisinier des rois, cette cuisine qu'on a dans les traités culinaires du Moyen-Âge, c'est une cuisine d'élite, c'est la cuisine de l'aristocratie. Donc, on a les pâtés comme un des mets privilégiés des tables de la noblesse, mais c'est aussi, on pense notamment au petit pâté de Paris, c'est aussi une nourriture de rue. On ne connaît pas exactement les recettes employées, mais c'est aussi une nourriture que l'on trouve vendue dans les rues de Paris et d'ailleurs. Donc c'est vraiment un mets qui concerne un peu toutes les classes sociales, en tout cas, notamment en milieu urbain. Petite remarque en passant, le pâté est forcément en pâte. Un pâté, c'est cela. C'est parler d'un pâté en croûte, c'est un pléonasme, si on veut. C'est-à-dire que forcément, un pâté est en pâte, d'où le nom. Alors, on trouve dans un traité culinaire qui s'appelle Le Ménager de Paris, qui date sans doute de la fin du XIVe siècle, de 1393, on trouve évoqué un pâté de gigot en pot. Donc ça donnera ensuite les terrines, si on veut. Mais
le fait de parler de pâté au Moyen-Âge, généralement, ce sont des pâtés, ce qu'on appellerait pâté en croûte, hein, formule pâté en croûte qui commence à apparaître au XVIIIe siècle, sans doute, et qui vraiment s'impose au XIXe siècle, alors encore une fois, pour un homme du Moyen-Âge, un pâté en croûte, ça n'a aucun sens. Bon, petite remarque en passant. Ce qui est intéressant, par contre, lorsqu'on parle de pâté, c'est que au Moyen-Âge, en fait, il y a deux types de pâté. Et d'ailleurs, la frontière n'est pas toujours claire à établir. Il y a une première catégorie, ce sont des viandes en croûte, mais dont la croûte ne se mange pas. La croûte sert, en fait, j'ai presque envie de vous dire, de four. On fait cuire la viande dans une croûte, et ça a vocation à garder la chaleur, ça évite l'exposition directe aux flammes, au feu. Donc c'est une sorte de protection pour une cuisson plus douce et pour permettre finalement ensuite, pour permettre aussi une meilleure conservation de la viande ensuite. Donc ça c'est un premier type de pâté. Et quelquefois la distinction est claire dans les traités culinaires, quelquefois c'est beaucoup moins évident. Parce qu'évidemment on a le deuxième type de pâté, et là on trouve de la farce justement. On a des pâtés dont évidemment on mange la croûte aussi, qui n'a pas juste cette vocation de protéger le contenu, et qui sont farcis d'un hachis. Donc, si on regarde le traité de 1486, on a par exemple un pâté de bœuf où il est dit « hachez la chair bien menue et y mettez, dans le pâté, en la façon d'hiver, il soit mis aussi du fromage et du gingembre et du safran. » Donc là, on a un pâté tel qu'on l'imagine, mais à l'inverse, lorsqu'on parle d'un pâté de chapon, mettez du lard dessus, sur le chapon, et pour épices, y mettez du gingembre, menu épices et safran, et donc mettez en croûte, simplement. Donc on a ces deux types de pâtés. On a aussi des pâtés sans farce dans la cuisine médiévale. Par contre, et ça va durer d'ailleurs bien au-delà, c'est sans doute à partir du XVIIe siècle où réellement ce type de pratique va quasiment disparaître et où il y a l'idée que le plaisir du pâté va avec justement le fait de manger la croûte, ça va de soi. Surtout qu'au XVIIe siècle se développe aussi la technique de la pâte feuilletée. Même si on trouve des occurrences chez Rabelais, par exemple, du terme de feuilletage, de feuilleté plus exactement, mais sans savoir exactement ce que ça qualifie. Quoi qu'il en soit, voilà, on a ces pâtés omniprésents dans le viandier de 1486 et dans d'autres et dans tous les textes culinaires. Par contre, jamais le terme de farce n'y est associé. Donc les pâtés, autre remarque, évidemment, ce n'était d'ailleurs pas tellement le domaine des cuisiniers, mais c'était celui des pâtissiers. Et à la Renaissance, la présence de ces pâtés, cette omniprésence sur les tables aristocratiques, évidemment, ne va pas se démentir. Donc, voilà pour le viandier de 1486, si on le lit, on a ce terme farce, farcir, qui est présent, mais finalement relativement peu, et qui n'est pas associé à ces pâtés si importants et spontanément, on estimerait être presque un mets farci par excellence. Premier point. Deuxième traité, si je vais dans le bon sens, c'est mieux. Le livre fort excellent de cuisine. Le livre fort excellent de cuisine, alors en fait c'est une famille, là aussi une famille de textes. On a ce qu'on appelle le petit traité, qui date sans doute de 1536-1538. Donc c'est un premier traité alors, qui présente 133 recettes. Sans doute, face au succès, il a été republié. Alors, livre de cuisine très utile et profitable, ou livre fort excellent de cuisine, en fait c'est le même texte. Et avec ce traité, on a là environ, donc, dans le livre fort excellent de cuisine, 450 recettes. C'est l'unique traité, l'unique livre de cuisine original de la Renaissance en France. En France. C'est-à-dire que là, on a un texte qui n'emprunte absolument pas à des textes précédents que l'on connaisse, en tout cas, et qui est seul, puisque, en fait, le texte français parisien inédit, le texte culinaire, le traité culinaire, le suivant, ce ne sera qu'en 1651, avec le cuisinier français de la Varenne.
Donc en fait, on n'a aucun autre traité original inédit publié en France au XVIe siècle, et finalement c'est même le seul en un siècle et demi. Donc c'est le texte sur lequel on se repose pour vraiment connaître les techniques culinaires. C'est à la fois peu, mais évidemment on est tributaire des sources, les techniques culinaires, pour autant d'ailleurs que les textes culinaires nous donnent des détails sur ces techniques, hein, là c'est encore un autre sujet. En France, cuisine là aussi, hein, évidemment des aristocratiques, hein, en France à la Renaissance. Corpus de donc, 450 recettes, bon, il y a différentes façons un peu de dénombrer ces recettes, peu importe, 450 recettes, et en fait, si on examine ces recettes, il n'y en a que 2 où on trouve dans l'intitulé même le terme de farci. On a des oublis farcis d'une part, et une autre recette dont l'entête est pour farcir foie de veau, de mouton et chevreau. On a aussi des intitulés, parce que ces livres de cuisine, c'était la même chose pour le traité de 1486, donnent des recettes, mais donnent aussi des menus. Donc on a parfois des intitulés, on ne sait pas en fait à quoi ils correspondent exactement, parce qu'il n'y a pas la recette dans le livre, c'est présent dans des menus qui sont donnés, des sortes de modèles, pour autant on ne sait pas comment ces plats sont préparés. Donc on trouve des andouilles farcies, la mention d'andouille farcie, on ne sait pas exactement ce que l'appellation est d'ailleurs un peu étrange, parce qu'on aurait presque envie de dire que l'andouille est forcément farcie, des oisons farcies, des caillettes farcies, moineaux farcis, chevreaux farcis. Donc on a quand même une récurrence des termes, et puis on a 10 recettes où il est question de farcir ou de farce. On a de la truite frite, de l'anguille en pâte, des choux, des pommes, je vais revenir sur quelques recettes, des tripes. 10 recettes. Donc un terme, encore une fois, qui n'est pas très présent, qui n'est pas massivement présent dans le livre Fort excellente cuisine. S'y ajoutent 2 mentions un peu à part. Dans une rubrique mouton, on voit qu'il est dit que le mouton rôti se sert avec... Alors il y a écrit avec carpe, c'est sans doute avec capre, c'est sans doute une faute de frappe. Le mouton rôti se sert avec capre et viande farcie, il n'y faut point de sauce. Et une autre mention pour une recette qu'on va dire de menus herbes, où il est dit, où il donnait, enfin, comment dire, les menus herbes, c'est quelque chose qui revient dans plein de recettes, et donc est donné une recette de menus herbes, c'est-à-dire comment préparer ces menus herbes, persil, marjolaine, sauge, hysope, sarriette, serpolet, souci. Et il est dit, quand il s'agit de faire une farce, certains y mettent davantage de souci et un peu de basilic. Donc, bon, évidemment que c'est... la farce est présente dans ce traité culinaire, mais encore une fois, pas de façon finalement si importante que cela, si j'en reste au mot, à l'emploi du mot, encore une fois. Exemple de recette, donc livre Fort excellente cuisine. Exemple de recette, des oublis farcis. Alors, une oubli, c'était, on va dire, une sorte de gaufre, si on veut, pour dire ça, qui se préparait entre 2 fers. Une sorte de grande pince dans laquelle on préparait des oublis. Là aussi, nourriture vendue dans la rue, dans les villes, nourriture très, produit très, très banal. Donc, il est dit, pour faire des oublis farcis, vous prendrez, alors vous avez là la recette, je ne sais pas si c'est vraiment lisible, mais vous prendrez du cerfeuil et pourбouillerez et hachez bien et finement. Et quand il est bien haché, vous le broierez avec du sucre. Puis faites-le frire en beurre ou en saindoux, ajoutez un peu de sel, et puis vous prendrez vos oublis quand elles seront frites, et mettez du beurre sur une face et du sucre sur l'autre. Mouillez un peu le bord afin de les attacher l'une contre l'autre, puis faites-les frire dans du beurre ou du saindoux, bien sucré au moment de servir. Donc vous voyez, présence forte du sucre. Là, lorsque je dis que le sucre est très présent dans la cuisine de la Renaissance, en fait, c'est parce qu'on a étudié ce texte-là. Et en effet, le sucre est présent dans au moins un tiers des recettes où on ne mettrait absolument pas de sucre actuellement. Donc, il est omniprésent. C'est quelque chose qui va cesser ensuite dans la cuisine française, cette présence si massive du sucre, mais c'est une caractéristique, j'allais dire de la cuisine de la Renaissance française, une caractéristique de ce traité, en tout cas, clairement. On peut aussi voir à travers cette recette, j'ai envie de dire, le flou. Quand je vous dis qu'un livre de cuisine nous permet de comprendre les techniques culinaires du Moyen-Âge ou de la Renaissance, on se rend bien compte qu'en réalité, si on se fie à cette recette, on a du mal à comprendre où va la farce, parce que ce n'est pas clairement expliqué.
On peut supposer que ce sont finalement ensuite deux oublis, peut-être qu'on glisse la farce entre deux oublis, mais ce n'est absolument pas clair, absolument pas explicite. Donc, autre type de recette, farcir foie de veau, de mouton et de chevreau. Là, c'est une recette de farce à partir de graisse de mouton ou de bœuf, du lard, des herbes. Il faut hacher le tout, puis ajouter des menus épices. Évidemment, lorsque j'expliquais qu'il y a continuité entre Moyen-Âge et Renaissance, l'une des continuités, c'est la présence des épices. C'est-à-dire que, quand j'explique que ce n'est pas du tout opératoire de parler d'une cuisine de la Renaissance, une cuisine du Moyen-Âge, la continuité, c'est ça. Alors, il y a des évolutions. Par exemple, le gingembre est beaucoup plus présent dans la cuisine de la Renaissance qu'il l'est dans celle du Moyen-Âge, en tout cas celle du XVe siècle. Donc il y a des évolutions, mais parler de cuisine de la Renaissance et de cuisine du Moyen-Âge, encore une fois, n'a pas grand sens. Bon, je ne vais pas détailler différentes recettes. Une qui, je trouve, est quand même assez intéressante, et là encore, on a un peu du mal à comprendre où l'auteur veut en venir. Pour farcir des loches ou des goujons, si tu veux les farcir, prends du lait de vache, mettre ce lait dans un récipient avec un peu de persil haché, de la marjolaine, des jaunes d'œufs durs, eux aussi hachés menus, un peu de poudre blanche, c'est-à-dire du gingembre blanchi avec de l'amidon, et un peu de sel. Ce fait, prends tes loches et goujons et jette-les dedans toutes vives, et elles se farciront d'elles-mêmes. Donc, évidemment, on a du mal à imaginer ce que ça veut dire, parce que donc elles sont pas évidées. Est-ce qu'une fois qu'elles sont, je sais pas, noyées dans le lait, enfin bref, c'est pas très clair. En tout cas, on a le sentiment à lire la recette qu'on les retire et on peut manger. Bon, je m'y risquerai pas personnellement. Donc, on a ce terme farcir qui revient assez timidement, encore une fois, qui n'est pas du tout présent tout au long du traité, mais qui relève quand même d'un vocabulaire culinaire assez courant. Par contre, encore une fois, on trouve mention de nombreux pâtés, d'ailleurs plus de mentions que de recettes, là, cette fois-ci. Les pâtés ne sont pas aussi présents, alors qu'il n'y a aucun doute. Ils étaient aussi présents sur les tables du XVIe siècle qu'ils étaient sur les tables du XVe siècle, ils le seront bien au-delà, et moins présents dans les préparations présentées que dans le viandier de 1486, mais... Il y a aussi la complexité des termes, c'est-à-dire que parfois, honnêtement, entre pâté, tourte, tarte, les termes sont relativement interchangeables. Donc ça peut simplement être, je veux dire, un choix lexical qui n'induit pas réellement d'évolution dans les usages culinaires. Parce qu'on trouve mentionner des pâtés de carpe, d'anguille, des pâtés de veau, pâtés de venaison, pâtés de moineau, pâtés à la sauce chaude, pâtés d'alouette, etc., pâtés de coing. Et là encore, le mot farce n'est jamais associé à ces pâtés. Donc on a vraiment, j'allais dire, la farce, le mot, la chose, je prends l'exemple des pâtés, on pourrait en prendre d'autres, mot relativement présent, mais encore une fois de manière finalement assez limitée, et la chose, c'est-à-dire qu'en réalité, les plats farcis, et notamment ces pâtés, sont eux tout à fait omniprésents dans les traités culinaires. Alors chez Rabelais, justement, chez Rabelais, on se rend compte que finalement, il y a assez peu d'occurrences du mot farce et de la famille du mot farce, farci. On trouve par exemple dans le tiers-livre. Dans le tiers-livre, on a Panurge qui se lance donc dans une longue tirade finalement à l'endroit de Frère Jean des Entomeurs et qui le traite de couillon entrelardé avec justement tout un tas de termes culinaires, couillon grené et couillon farci. Donc là, on a en effet un usage du terme farci, mais dans un usage, on va dire, imagé. Même chose, usage figuré, Carlivre, dans la dédicace à Odet de Chatillon, il explique qu'on l'avait accusé d'avoir écrit des livres farcis d'hérésie. Usage culinaire dans le Carlivre, par contre, où on voit que dans un menu qui est donné, dans un dîner à la louange des Décrétales, et il explique que durant ce dîner, il y avait des choses mémorables, et notamment qu'on trouve tout un ensemble de plats, de préparations, et aucun plat où il n'y eut pas abondance de farce magistrale. Donc,
Mireille Huchon explique qu'il y avait là sans doute une farce, une référence aux viandes à la chardonneret, qui est une farce à base de cardon d'Espagne, qui était réputée à Rome. Bon, j'avoue que je n'ai pas creusé cette question-là. Je ne sais pas si c'est la seule référence possible. Encore une fois, comme on l'a dit, le fait d'user de la farce en soi est une pratique culinaire tout à fait courante. On trouve aussi dans le 5e livre quelques mentions où on voit que, alors là aussi dans un usage imagé, où c'est de manière imagée, où explique l'un des protagonistes explique que en jeûnant, nous ne sommes farcis que de vent. Donc il y a là encore une fois finalement une absence réelle de la farce culinaire. Chez Rabelais, on trouve simplement 2 mentions, et l'autre est dans le manuscrit du 5e livre, où il est fait mention de châtaigne en farce d'oie, et où là, finalement, c'est la 2e occurrence d'une vraie farce culinaire. Donc, j'avoue que spontanément, même, j'allais dire de tête, j'aurais pensé que Rabelais invoquait plus régulièrement les farces comme préparation culinaire. Or, c'est relativement absent. À l'inverse, encore une fois, des pâtés, qui là sont très présents chez Rabelais, puisqu'on trouve la mention en fait environ, on doit être sur 27 occurrences, et des pâtés qu'on trouve justement dans les traités culinaires que j'ai pu évoquer, puisqu'on trouve chez lui mentionner des pâtés de coin, on trouve mentionner des pâtés à la sauce chaude, dont on trouve les recettes, que ce soit dans le Viandier de 1486 ou dans le livre Fort excellent de cuisine. Donc, j'ai envie de dire, et je conclurai là-dessus, on a, chez Rabelais, finalement, je trouve à travers ces occurrences, on retrouve un peu la culture culinaire du temps. C'est-à-dire que cette relative absence du mot farce, farcir au sens culinaire, et par contre l'abondance relative des pâtés, c'est, lorsqu'il doit dépeindre des menus, lorsqu'il se lance dans ces listes qu'on évoquait, c'est finalement le reflet, je trouve, de ce que l'on peut percevoir dans les traités culinaires. On a là qui est finalement la chose qui est relativement omniprésente, la farce de ces pâtés, en particulier, de ces tourtes aussi, de ces tartes, j'aurais pu développer, et le mot qui, lui, est relativement rare. Donc, en cela, je pense qu'on a un bon exemple de voir comment, en instaurant un dialogue entre la culture culinaire de la Renaissance, celle que nous livrent, entre autres, mais peut-être en premier lieu, les traités, les livres de cuisine du temps, en instaurant un dialogue entre cette littérature culinaire et Rabelais, on a sans doute là le moyen d'apporter quelques éclairages sur son œuvre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Loïc pour cette très belle conférence. Peut-être que nous aurions dû commencer avec celle-là, tu as raison. On aurait été tout de suite au cœur de notre sujet. Alors ce qui est formidable avec les conférences que tu donnes, c'est qu'elles provoquent dans l'assistance des discussions, j'en avais devant, derrière, sur la façon de faire les pâtés, ça évoque quantité de souvenirs. Bon, voilà, donc je cède la parole à qui la veut pour poser la première question. Oui, il y en a une au fond. Tenez. Oui, excusez mon inculture, mais le sucre arrive à la Renaissance et il vient d'où en fait? Il est fait comment le sucre à la Renaissance? Il arrive d'où? Alors, le sucre n'arrive pas à la Renaissance, en fait. C'est vraiment... En fait, le sucre, son berceau d'origine, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et l'histoire du sucre, ça a été une lente migration, j'allais dire, jusqu'aux Amériques. À partir du XIVe, XVe siècle, il est produit en Occident. Il est produit en Espagne, en Sicile. Et pour autant, ça reste une denrée très chère. Avec un statut un peu ambigu du sucre, qui est qu'il est beaucoup utilisé par les apothicaires,
Donc ce sont eux les premiers manieurs du sucre, j'ai envie de dire, parce que le sucre est perçu comme un médicament. Mais évidemment, statut ambigu, parce que c'est aussi un sucre plaisir. On clôt les repas, notamment par des, on peut les clore, notamment par des produits qui s'apparenteraient à des dragées, qui sont confits dans le sucre, etc. Parce qu'on estime que ça fait digérer. Donc c'est à la fois, en effet, on lui reconnaît certaines vertus, et en même temps, évidemment, c'est aussi une consommation hédoniste du sucre. Mais à ce moment-là, on est là, fin du XVe siècle, il est produit, surtout le sucre qu'on consomme en France, il est produit en Occident, encore une fois, en Espagne et en Sicile. Canne à sucre, oui, bien sûr. Alors, le sucre de betterave, ça vient au XIXe siècle. Hein. Enfin, la technique commence à être découverte en Prusse au XVIIIe siècle, mais la production réellement importante, c'est à partir du XIXe siècle. Mais pas sous Napoléon, comme on le dit souvent, c'était encore complètement embryonnaire. C'est plutôt à partir des années 1830. Je vous passe le micro. Une question encore très, très naïve. Il me semble que la farce, c'est la matière qui est confectionnée et que le pâté, c'est un produit manufacturé. Est-ce qu'on vendait de la farce ou est-ce que ce n'était que les pâtés? Parce que dans la farce, il y a une idée de travail domestique, ancillaire, probablement, et que le pâté, c'est ce qu'on sert sur la table, c'est ce qu'on propose dans les rues, pâté de Paris. Ah, non, réellement, ce qui pouvait être vendu dans les rues, notamment ces fameux petits pâtés de Paris, alors dont on ne connaît pas vraiment la recette, même s'il y a une recette dans le traité de 1486, on peut dire que ça s'y apparente. Et d'ailleurs, honnêtement, je pense qu'il n'y avait pas une recette, hein, je veux dire, des petits pâtés de Paris, mais c'était un produit. Voilà. Ce qui était vendu, c'était ces pâtés dont on mangeait l'intérieur, la farce, donc, on va dire, l'appareil, si on veut, et la croûte aussi, hein, la pâte. Donc, c'était les pâtissiers faisaient les deux, hein, préparaient les deux. Donc, ils vendaient aussi de la farce à part des... Non, ils préparaient les pâtés. Non, ils ne vendaient pas la farce à part. Oui, c'est ça. Par contre, à l'inverse, là où vous avez raison, c'est qu'on pouvait avoir le cas de figure où les cuisiniers préparaient la farce et avaient besoin des pâtissiers pour une sorte de collaboration, si on veut. Mais évidemment, au sein des maisons aristocratiques, tout était dans les cuisines organisé pour que tout se fasse au sein des châteaux. C'était pas... Et d'autre part, y a-t-il un lien entre la tromperie de la farce du lard avec l'art de la farce? Vous voulez dire quoi? De la farce spectacle et... non, Oui, entre la tromperie qui était faite avec des farces qui étaient faites à partir de l'art, du lard, pardon, et l'art de la farce. Pardon. Alors je ne sais pas si le lien peut s'établir là. Pour moi, là, étymologiquement, c'est lié au fait que servait lors de cérémonies religieuses, était mêlé aux cérémonies religieuses. Après, le fait qu'on parlait de l'art de la tromperie, c'est assez intéressant parce que il y avait, donc je le disais, la volonté de contrefaire qui était très présente dans la cuisine médiévale, mais bon, qui n'est pas spécialement liée à la technique de la farce. Par contre, ce qui se passait aussi, c'est qu'on a des récits de banquets où on voit que lorsque tout d'un coup on perce un pâté, des oiseaux vivants s'envolent. Donc là, on peut pas parler de farce quand même, mais mais par contre, ça faisait partie, notamment ce qu'on appelait les entremets du faste de la table médiévale. Savoir surprendre, en effet. C'est réellement, oui, c'est tout à fait. C'est là quelque chose d'important sur la table aristocratique médiévale, la capacité à surprendre les convives. Tout à fait. Je vous remercie. Il y a d'autres questions? Oui. Vous avez évoqué donc la farce dans la cuisine française et à un moment ou un autre, vous avez évoqué la cuisine anglo-saxonne ou allemande. Y a-t-il de la farce plus présente en Angleterre? Je dirais pareil. C'est vraiment parce que, si vous voulez, je schématise, mais ça reste vrai. Il y a quand même, on pourrait presque dire au Moyen-Âge, une cuisine aristocratique occidentale. Donc les traités, alors il y a des fortes nuances. Je ne sais pas, par exemple, le goût du sucre est plutôt prononcé chez les Anglais. Dès le XVe siècle, c'est beaucoup plus fort. Le goût du poivre aussi, par exemple, est plus présent en Angleterre. Le goût de l'acide est plus présent dans la cuisine française. Donc il y a des nuances. Mais
le type de préparation, et notamment par exemple ce goût pour les pâtés, pour là, on est vraiment dans le même monde culinaire quand même, dans ce monde aristocratique. Donc là, il n'y a pas de grandes nuances, de grandes variations. Je ne sais pas, une aristocratie française qui aimerait les plats farcis, contrairement aux élites italiennes ou anglaises. Non, ça n'existe pas. Oui, alors j'ai une petite question aussi, parce qu'il existe des farces dont on a perdu la trace aujourd'hui, mais dont on sait qu'elles ont été publiées au début du XVIe siècle, qui présentent des personnifications allégoriques d'aliments, et notamment une qui s'appelle Fromage, Farine, Petit Tournois et Tartelette. Donc c'est des personnages, et je me suis toujours demandé quelle avait été l'intrigue, puisqu'on n'a plus cette pièce de théâtre. Donc vous qui connaissez bien l'alimentation, et puis à votre avis, quelles pouvaient être les interactions scéniques entre fromage, farine, petit tournoi et tartelette? Je suis vraiment très curieuse d'avoir votre avis. Alors, question suivante, je dirais. Je vous avoue, là, vous me prenez vraiment de court. Le fait qu'il y ait des tartes au fromage qui existent clairement depuis le Moyen-Âge, voilà, ça pourrait être un élément de réponse, parce qu'il faut que je réponde quelque chose. Mais sinon, c'est vrai que je vous avoue que spontanément, voilà, ça me laisse songeur. Hein, voilà. Je suis désolé. Alors, je laisse le micro pour une dernière question, peut-être. Merci. J'avais une question sur le principe de la farce, parce que la farce, c'est quelque chose qu'on remplit dans un aliment. Enfin, peut-être que vous en avez parlé au tout début de la conférence, mais parce que pour moi, la farce, ça peut être végétarien, ça peut être de la viande, ça peut être des fruits. Et là, dans les recettes moyenâgeuses, ça semble être d'une évidence que la farce, c'est quoi, du coup? Des châtaignes Non. Alors, vraiment, de manière quasiment systématique, ça comprend de la viande. Ça, c'est une certitude. En effet, maintenant, on a des farces végétales, j'allais dire, mais non, c'est pas le cas pour la cuisine du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Même si on trouve, par contre, des occurrences où on dit, c'est vrai, maintenant que farcir de fromage, par exemple. On peut l'employer juste pour du fromage. Mais il y a cette notion quand même de hacher, menu, c'est ça quand même d'avant tout. Et encore une fois, quand même, enfin, peut-être que je n'ai pas assez insisté, mais de par l'absence du mot farce ou farcir de la plupart des recettes de pâté et même de tarte, sauf exception, on voit que c'est l'idée quand même de farcir une viande. C'est quand même ça qui revient. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, ça va. Si. Merci. Mathilde, alors je te donne le micro pour la vraie dernière question. Alors. Oui, je voulais te poser une question, et peut-être tu ne vas pas pouvoir répondre, mais les poissons qui se farcissent tout seuls, est-ce qu'ils ne pourraient pas être des poissons vivants? Ah ben si, mais c'est ça, si. si, ils le sont. Donc ils sont vivants. Ben oui, mais bon, ça ne résout pas le problème. Voilà, ils sont vivants, c'est ça. D'accord, ils sont vivants, et donc ils se nourrissent eux-mêmes de ce mélange. Voilà, mais bon, après, vu comment est libellée la recette, on a le sentiment qu'il n'y a plus qu'à servir. Or, ça semble assez délicat quand même. Voilà. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup pour cette conférence qui clôture la journée. C'était une conférence apéritive d'une certaine façon. Donc je pense qu'elle va se continuer ailleurs, à Chinon en tous les cas. Merci à tous. On se retrouve demain matin à 10h30, je crois, de mémoire. 10h30, oui, 10h30 à la maison Max Hertz. Voilà. Et l'après-midi à la maison des vignerons et vigneronnes. Voilà. Merci beaucoup.